À 61 ans, je pensais avoir tout compris de la vie. Je pensais connaître ma femme, celle avec qui j'ai partagé 34 ans de mariage, de souvenirs, de silence. Mais tout s'est effondré un soir banal, dans notre vieille maison, au cœur de la campagne française. Ce que j'ai découvert n'était pas une simple trahison, c'était une vie entière, que je n'avais jamais vue. Des hommes, nombreux, de l'argent, des secrets, et une vérité qui m'a fait douter de chaque moment passé à ses côtés. Aujourd'hui, je vais tout vous raconter, parce que parfois, la vérité arrive trop tard, mais elle détruit tout quand même. Je m'appelle Jean, j'ai 61 ans aujourd'hui, et pendant longtemps, j'ai cru être un homme ordinaire, avec une vie simple, presque invisible, comme tant d'autres en France. Une vie faite de petites habitudes, de souvenirs tranquilles et de rêves modestes, qui ne dépassaient jamais les limites de ce que je pensais possible pour quelqu'un comme moi. Je suis né dans un petit village, près de Lyon, un endroit où tout le monde se connaît, où les matins commencent avec l'odeur du pain chaud qui sort de la boulangerie du coin, et où les dimanches sont sacrés, rythmés par les repas en famille, les longues discussions et ce sentiment rassurant que rien ne change vraiment. Mon père travaillait dur, ma mère s'occupait de la maison, et moi, j'ai grandi avec des valeurs simples. Apprendre à respecter, à travailler, à ne pas trop demander à la vie. Mais en grandissant, comme beaucoup de jeunes de ma génération, j'ai voulu voir autre chose. Alors je suis parti pour Paris. Paris, cette ville qui ne dort jamais vraiment, où chaque rue raconte une histoire, où les lumières du soir donnent l'impression que tout est possible, même pour quelqu'un qui vient d'un petit village. Au début, c'était difficile. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Je travaillais sans relâche. Je vivais dans un petit appartement. Mais j'étais heureux, parce que j'avais l'impression d'avancer, de construire quelque chose. Et puis un jour, je l'ai rencontrée, Claire. Je me souviens encore du moment exact, comme si c'était hier. C'était dans un café, pas loin de la Seine, un de ces endroits typiquement parisiens, où les gens viennent pour discuter pendant des heures sans voir le temps passer. Elle était assise, seule, élégante, calme, presque distante. Elle dégageait quelque chose de différent, quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Moi, j'étais nerveux, maladroit. Elle semblait sûre d'elle, comme si elle savait exactement où elle allait dans la vie. On a commencé à parler, puis à se revoir, encore et encore. Très vite, elle est devenue une évidence pour moi. Pas seulement une femme, mais une sorte de rêve devenu réel. Elle aimait les belles choses, les restaurants raffinés, les soirées animées, les voyages improvisés. Elle me parlait de la Côte d'Azur, de Nice, de Cannes, de ces endroits où la vie semble plus intense, plus brillante. Moi, je l'écoutais, fasciné. Je savais que je n'étais pas comme elle. Je savais que je venais d'un monde différent. Mais je voulais y croire. Je voulais croire que l'amour suffisait à combler toutes les différences. Alors, j'ai fait ce que beaucoup d'hommes font. J'ai essayé d'être à la hauteur. Je travaillais encore plus. Je faisais des efforts. Je voulais lui offrir la vie qu'elle désirait. Et quand elle me regardait avec ce sourire, je me disais que tout en valait la peine. Avec le temps, notre relation est devenue sérieuse. Nous avons construit une vie ensemble. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Parce qu'au fond, même à cette époque, il y avait déjà quelque chose que je ne comprenais pas. Un léger décalage. Une distance invisible. Mais j'étais amoureux. Et quand on est amoureux, on choisit souvent de ne pas voir. On préfère croire, plutôt que comprendre. Et moi, j'ai choisi de croire. Quand je repense à notre histoire aujourd'hui, j'ai l'impression de regarder un film ancien. Un de ces films français un peu nostalgiques, avec des scènes lentes, des rues pleines de lumière douce, et des dialogues où chaque mot semble avoir plus de poids qu'il ne devrait. À cette époque, je croyais sincèrement que ma vie venait de commencer une nouvelle étape. Une étape plus belle, plus stable, presque parfaite,
Parce que Claire avait cette capacité étrange à transformer les choses ordinaires en quelque chose qui semblait important, presque précieux. Nous avons très vite décidé de vivre ensemble, à Paris, dans un petit appartement pas très grand, mais situé dans un quartier vivant, pas loin de cafés, de boulangeries, de petites rues où les gens se saluent encore, sans se connaître vraiment. Je travaillais beaucoup, parfois trop, mais je ne m'en plaignais pas, parce que chaque soir, je rentrais avec l'idée que quelqu'un m'attendait, quelqu'un qui donnait du sens à tout ce que je faisais. Claire, elle, vivait autrement. Elle aimait sortir, découvrir de nouveaux endroits, rencontrer des gens, et elle avait toujours cette envie de mouvement, comme si rester trop longtemps au même endroit lui donnait l'impression de s'éteindre un peu. Au début, je trouvais ça fascinant, cette liberté, cette énergie. Je me disais que c'était ça, l'amour moderne en France. Deux personnes différentes, qui se complètent, plutôt que de se ressembler. Et puis, il y a eu nos voyages. Je me souviens encore de notre premier départ vers le sud, vers la Côte d'Azur. Nice. Cette ville avec la mer d'un bleu presque irréel, les palmiers, les promenades longues où les touristes et les habitants se mélangent sans vraiment se distinguer. Claire était différente là-bas, plus souriante, plus vivante. Elle marchait dans les rues comme si elle appartenait à cet endroit, comme si elle avait toujours été faite pour ses paysages lumineux et ses soirées chaudes d'été. Ensuite, il y a eu Marseille, plus brute, plus réelle, avec son port, ses marchés, ses quartiers où la vie est plus dure, mais aussi plus sincère. Nous avons marché dans les rues du Vieux-Port, mangé du poisson frais, regardé les bateaux partir au loin, et pendant ces moments-là, j'avais vraiment l'impression que nous construisions quelque chose de solide. Puis Bordeaux, avec ses rues élégantes, ses bâtiments anciens, et ce vin qui donne à la ville une atmosphère presque intemporelle. Nous faisions des projets, des petits projets simples. Voyager plus souvent, peut-être acheter un jour une maison en dehors de Paris, quelque part à la campagne. Là où la vie est plus calme. Elle parlait parfois de changer de vie, de partir à l'étranger même. Mais je pensais que c'était juste des idées, des rêves qu'on partage, sans forcément les réaliser. Moi, je restais ancré dans le réel, le travail, les responsabilités, les factures, les choses concrètes. Et pourtant, malgré toutes ces différences, je croyais que nous étions un couple solide, parce qu'elle savait être douce aussi. Elle savait dire les bonnes choses au bon moment. Elle savait me faire sentir important. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Avec le temps, certaines choses ont commencé à changer subtilement. Pas brutalement, pas d'un coup, mais par petites touches, presque invisibles. Des sorties un peu plus fréquentes, des absences un peu plus longues, des explications parfois vagues. Mais je ne voulais pas poser trop de questions. Je ne voulais pas casser cette image que j'avais construite dans ma tête. Parce que, à ce moment-là, je ne voyais pas encore les fissures. Je ne voyais que ce que je voulais voir. Et en France, dans cette vie que nous avions construite entre Paris, la Côte d'Azur et nos petits projets d'avenir, je croyais encore que tout était sous contrôle. Les premiers doutes ne sont jamais arrivés comme un choc brutal, ni comme une révélation évidente qui change tout en une seconde. Non, dans mon cas, ils sont venus lentement, presque discrètement, comme une ombre qui grandit, sans qu'on sache exactement quand elle a commencé à apparaître. Au début, je me disais que c'était moi le problème, que je travaillais trop, que j'étais fatigué, que j'imaginais des choses qui n'existaient pas vraiment. Parce que, après tout, Claire était une femme libre, moderne, indépendante, et je pensais que c'était normal qu'elle ait sa propre vie en dehors de notre couple. Mais certaines choses commençaient à se répéter. Elle sortait plus souvent, parfois sans vraiment donner de détails précis, en disant simplement qu'elle voyait des amis, ou qu'elle avait besoin de prendre l'air dans Paris, de marcher, de penser, de respirer. Et je ne voulais pas être cet homme qui contrôle, cet homme qui soupçonne tout sans raison. Paris elle-même rendait tout ça plus crédible. Dans une ville comme celle-là, où tout le monde court, où les gens vivent chacun dans leur monde, il est facile de croire que les absences sont normales, que les silences ne veulent rien dire, que les distances sont simplement une partie de la vie moderne. Mais malgré ça, il y avait des détails. Des petits détails qui ne semblaient pas importants sur le moment, mais qui revenaient dans mon esprit le soir, quand je me retrouvais seul.
Son téléphone, par exemple, toujours retourné, toujours silencieux, toujours emporté même pour de courtes sorties. Des notifications effacées rapidement. Des conversations interrompues quand j'entrais dans une pièce. Et puis, il y avait ces appels tardifs, parfois très tard dans la soirée, où elle sortait dans une autre pièce pour parler, en baissant la voix. Quand je lui demandais, elle souriait simplement et disait que c'était pour des choses sans importance, du travail, des amis, des problèmes personnels. Et je choisissais de la croire, parce que c'était plus simple. Mais ce qui m'a vraiment marqué, ce n'était pas un seul événement, c'était une accumulation. Les distances émotionnelles. Elle pouvait être présente physiquement, assise à côté de moi dans le salon de notre appartement parisien, mais mentalement ailleurs, comme si son esprit était dans une autre ville, dans une autre vie. Parfois elle semblait impatiente sans raison, parfois froide, puis soudain très affectueuse, comme si elle essayait de compenser quelque chose. Et moi, je me retrouvais perdu dans ces changements, incapable de comprendre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Il y avait aussi la question de l'argent. Elle disait parfois qu'elle avait besoin de choses, des dépenses imprévues, des situations urgentes, et je ne posais pas trop de questions, parce que je pensais que dans un couple, on s'aide, on se soutient, on ne compte pas chaque détail. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends que je ne voyais pas les signaux, ou peut-être que je refusais de les voir. Le plus étrange, c'était ce sentiment constant, cette petite voix intérieure qui commence doucement à te dire que quelque chose ne va pas, mais que tu fais taire immédiatement, parce que tu n'es pas prêt à entendre la réponse. Je me souviens de certaines nuits à Paris, allongé dans le silence, avec les lumières de la ville qui entraient par la fenêtre, pensant à tout et à rien, en essayant de trouver une explication logique à ce que je ressentais. Mais il n'y avait pas de logique, seulement des impressions, des fragments, des incohérences. Et malgré tout ça, je restais, parce que je l'aimais, ou parce que je pensais l'aimer. Aujourd'hui, je me demande si la différence entre les deux n'était pas déjà en train de se former à ce moment-là. Je pensais avoir déjà connu le doute, les questions silencieuses, les nuits longues à me demander si j'exagérais ou non. Mais rien de tout cela ne m'avait préparé à ce que j'allais découvrir ce jour-là. Un jour banal, sans aucun signe particulier. Un jour qui devait être comme les autres. C'était un après-midi ordinaire dans notre maison. Une de ces journées calmes, où Paris semble loin, même si on n'est jamais vraiment loin de Paris en France, parce que tout finit toujours par revenir à la mémoire. Je cherchais des documents administratifs, des papiers anciens que je gardais dans une boîte en carton au grenier. Rien d'important en apparence, juste des souvenirs mélangés à des choses pratiques que l'on garde sans vraiment savoir pourquoi. La maison était silencieuse. Claire était sortie. Je ne me souviens même plus exactement où elle m'avait dit aller. Et honnêtement, à ce moment-là, je ne posais plus vraiment de questions. En montant les escaliers vers le grenier, j'avais cette sensation étrange que beaucoup de gens connaissent, sans en parler, comme une intuition vague, un sentiment de quelque chose va changer, mais sans pouvoir dire quoi exactement. Le grenier sentait la poussière, le bois ancien, les années accumulées. Tout était rangé de manière un peu désordonnée, comme dans beaucoup de maisons françaises anciennes où chaque objet semble avoir sa propre histoire. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des choses que je ne me souvenais même pas avoir vues auparavant. Des vieilles lettres, des photos imprimées, des objets personnels mélangés sans logique apparente. Et puis, au fond, un téléphone, ancien, éteint, caché sous des enveloppes. Au début, je pensais que c'était un vieux téléphone oublié, quelque chose sans importance, peut-être un appareil qu'elle n'utilisait plus depuis longtemps. Mais quand je l'ai allumé, quelque chose en moi a immédiatement changé. Ce n'était pas une simple curiosité. C'était une tension, une peur subtile, comme si mon corps comprenait avant mon esprit que je venais d'ouvrir une porte que je n'aurais jamais dû ouvrir. Le téléphone a mis du temps à démarrer, et chaque seconde semblait plus longue que la précédente. Puis, les messages sont apparus. Des conversations entières, anciennes, mais conservées, comme si le temps n'avait jamais effacé leur existence. Au début, je ne comprenais pas vraiment ce que je lisais.
Les noms étaient différents, les contextes flous, mais très vite, les morceaux ont commencé à s'assembler. Des échanges avec plusieurs hommes, des rendez-vous mentionnés dans différentes villes, Paris, Lyon, parfois même des lieux que je connaissais très bien, des discussions sur de l'argent, des cadeaux, des services, des rencontres, et surtout, des dates. Des dates qui remontaient à des années, bien avant que je commence à avoir mes premiers doutes. Mon cœur battait de plus en plus vite, pas comme dans les films, pas de manière dramatique visible, mais intérieurement, comme si tout mon corps essayait de comprendre avant que mon esprit n'accepte. Je faisais défiler les messages, sans même réaliser que mes mains tremblaient légèrement. Chaque ligne ajoutait un poids supplémentaire. Chaque conversation détruisait un petit morceau de ce que je croyais être ma réalité. Et puis, il y avait les photos, des photos prises dans différents endroits, parfois dans des hôtels, parfois dans des restaurants que nous avions fréquentés ensemble, parfois même dans des villes où nous étions partis en voyage. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas seulement leur existence. C'était la normalité avec laquelle tout cela semblait avoir été vécu. Comme si cette double vie n'avait jamais été une exception, mais une habitude. Je suis resté là, longtemps, incapable de bouger, incapable de refermer le téléphone. Le grenier semblait soudain plus froid, plus lourd, comme si la maison elle-même venait de changer de nature. Je ne savais pas encore tout, mais à cet instant précis, je venais de comprendre une chose essentielle. Ma vie entière, telle que je la connaissais, venait de commencer à se fissurer. Après la découverte du téléphone, je pensais naïvement que le plus dur serait déjà passé, que lire ces messages, voir ces noms, ces conversations, c'était le sommet de la douleur. Mais en réalité, ce n'était que le début d'une chute lente, profonde, impossible à arrêter, une fois qu'elle avait commencé. Je suis redescendu du grenier, sans vraiment me souvenir du trajet, comme si mes jambes bougeaient seules, sans que mon esprit ne participe vraiment, et je me suis retrouvé dans le salon de notre maison, entouré du silence habituel, mais un silence qui n'avait plus la même signification. Tout paraissait identique. Les meubles, la lumière à travers les fenêtres, les objets du quotidien. Mais moi, j'étais différent. Quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Quelque chose qui ne se voyait pas, mais qui changeait tout. J'ai passé les heures suivantes à relire les messages, encore et encore, comme si une lecture supplémentaire allait changer leur sens, comme si je pouvais trouver une explication plus douce, une erreur, un malentendu, une illusion. Mais il n'y avait pas d'erreur. C'était structuré, répétitif, organisé sur des années. Et surtout, cohérent. Claire menait une vie parallèle, une vie que je n'avais jamais vue, jamais soupçonnée dans sa totalité. Des hommes différents apparaissaient dans les conversations. Certains parlaient très directement d'argent, d'autres de rencontres discrètes, d'autres encore de relations régulières, presque comme si tout cela faisait partie d'un système. Au début, mon esprit refusait de mettre un mot clair sur ce que je voyais. Il essayait de minimiser, de fragmenter, de séparer les éléments pour éviter l'évidence. Mais l'évidence finissait toujours par revenir, plus forte à chaque lecture. Elle ne vivait pas seulement une double vie. Elle vivait une vie complètement différente de celle que je connaissais. Et moi, j'étais dedans, sans le savoir, dans une version réduite, contrôlée, fabriquée de notre relation. Je me souviens d'un moment précis où j'ai posé le téléphone sur la table, et je suis resté immobile pendant plusieurs minutes, regardant simplement un point fixe, incapable de réfléchir correctement. Ce n'était pas seulement de la tristesse, ni seulement de la colère. C'était quelque chose de plus complexe, un mélange de honte, de confusion et d'une forme étrange de vide, comme si toutes les certitudes accumulées pendant des décennies venaient de s'évaporer en une seule journée. Je pensais à Paris, à notre vie là-bas, au voyage à Nice, Marseille, Bordeaux, à chaque moment que je croyais sincère. Et maintenant, ces souvenirs semblaient différents, comme si une nouvelle couche venait de s'ajouter par-dessus eux, une couche invisible mais toxique. Je commençais à comprendre quelque chose de très dur à accepter. Ce n'était pas une erreur isolée,
pas une faiblesse passagère, c'était une réalité constante, parallèle à ma vie, présente depuis très longtemps. Et moi, je n'avais rien vu, ou je n'avais pas voulu voir. Les jours qui ont suivi ont été encore plus étranges, parce que je continuais à vivre dans la même maison, avec les mêmes objets, les mêmes habitudes, mais intérieurement, tout était devenu instable. Je regardais Claire différemment, même quand elle ne faisait rien de suspect, même quand elle parlait normalement, même quand elle souriait. Chaque geste semblait désormais porteur d'un autre sens. Et c'est là que la véritable douleur a commencé. Pas dans la découverte elle-même, mais dans l'impossibilité de revenir en arrière. Parce qu'une fois que certaines vérités existent, on ne peut plus les effacer de sa conscience. On peut essayer de les ignorer, mais elles restent là, silencieuses, constantes. Et moi, je savais déjà que rien dans ma vie ne serait plus jamais comme avant. Je n'ai pas décidé de lui parler immédiatement. Pendant plusieurs jours, j'ai vécu avec ce poids étrange, cette vérité enfermée dans mon esprit comme une chose trop lourde pour être exprimée, trop violente pour être posée dans une conversation normale. Et pourtant, je savais que ce moment allait arriver, parce qu'il était impossible de continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Chaque fois que Claire entrait dans une pièce, chaque fois qu'elle me parlait naturellement, je la regardais autrement. Pas avec une scène de film ou une colère visible, mais avec un regard changé. Un regard qui cherchait des réponses, même là où il n'y en avait pas. Ou peut-être là où il y en avait toujours eu, sans que je les voie. La maison en France semblait différente aussi. Les murs, les objets, même la lumière du matin dans la cuisine semblaient porter un autre sens. Comme si tout ce que j'avais appelé « vie normale » était en réalité une construction fragile. Et puis un soir, je n'ai plus pu attendre. Elle était dans le salon. Paris était calme dehors. Les bruits de la ville arrivaient à peine jusqu'à nous, et tout semblait presque trop normal pour ce qui allait se passer. Je me souviens avoir tenu le téléphone dans ma main. Pas avec agressivité, pas avec colère visible, juste avec une certitude froide, intérieure, que je ne pouvais plus reculer. Elle m'a regardé et a compris immédiatement que quelque chose était différent. Je ne sais pas comment, mais les gens sentent toujours ce genre de moment, avant même que les mots soient prononcés. Je lui ai demandé de s'asseoir. Ma voix était calme. Trop calme peut-être. Puis j'ai commencé à parler, lentement, en choisissant chaque mot, comme si chacun pouvait faire exploser la pièce entière. Je lui ai parlé du téléphone, des messages, des hommes, des années, des dates, des conversations. Au début, elle n'a pas réagi. Pas immédiatement. Elle m'a simplement regardé, comme si elle essayait de comprendre si je bluffais, si c'était une erreur, si c'était une mauvaise interprétation. Mais quand j'ai montré les preuves, son expression a changé légèrement. Pas un choc spectaculaire, pas une explosion émotionnelle comme dans les films, mais quelque chose de plus réel, plus froid, plus humain aussi. Un silence s'est installé, long, dense, presque physique, et puis elle a soupiré. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une surprise pour elle. Pas complètement, pas comme pour moi. Elle a détourné le regard un instant, comme si elle cherchait ses mots dans un endroit lointain, quelque part, dans ses propres souvenirs. Et finalement, elle a parlé. Sa voix était calme. Trop calme, encore une fois. Elle n'a pas nié tout. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas essayé de mentir de manière désespérée. Elle a simplement dit des phrases qui, pour moi, étaient encore plus difficiles à entendre que des mensonges évidents. Elle a parlé de choix, de liberté, de vie différente, de ce qu'elle appelait réalité parallèle. Et puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Que j'étais un homme bien, mais pas le genre de vie qu'elle voulait vraiment. À cet instant précis, quelque chose s'est fermé en moi. Pas avec violence, pas avec explosion, mais comme une porte qui se referme lentement, définitivement. Je la regardais et j'avais l'impression de voir quelqu'un que je connaissais depuis 34 ans, mais aussi quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Tout ce que j'avais construit dans ma tête s'effondrait non pas dans le bruit, mais dans le silence. Il n'y a pas eu de vraie discussion après ça. Pas de solution. Pas de réparation.
pas de retour en arrière. Seulement 2 personnes dans une même pièce, avec 2 réalités complètement différentes. Et moi, à cet instant, j'ai compris quelque chose de définitif. Il n'y avait plus de nous. Après cette confrontation, rien n'a explosé comme on pourrait l'imaginer dans les films. Il n'y a pas eu de cris prolongés, pas de portes claquées, pas de scènes spectaculaires. Seulement un silence étrange, lourd, presque respectueux, malgré tout ce qu'il contenait. Comme si même la douleur n'osait plus faire de bruit dans cette maison. Les jours suivants ont été différents, mais pas immédiatement. La vie continue toujours un peu par inertie, même quand quelque chose de fondamental s'est brisé. Je continuais à me lever le matin, à boire mon café, à regarder par la fenêtre les rues calmes, les traces de Paris dans mon esprit. Mais tout avait changé de couleur, comme si le monde avait perdu une partie de sa netteté. Claire était encore là, physiquement, parfois dans la cuisine, parfois dans le salon. Mais entre nous, il n'y avait plus ce lien invisible qui faisait que 2 personnes se reconnaissent comme un couple. Il ne restait qu'une cohabitation silencieuse entre 2 réalités qui ne se rejoignaient plus. Je me suis souvent retrouvé seul dans mes pensées, essayant de reconstruire mentalement ma vie entière, comme un puzzle dont certaines pièces ne correspondaient plus à rien. Les voyages à Nice, les promenades à Marseille, les soirées à Bordeaux, tout revenait, mais autrement. Chaque souvenir semblait désormais double, une version que je croyais réelle et une autre que je ne comprenais que maintenant. Et ce qui était le plus difficile, ce n'était pas seulement la trahison elle-même, mais la perte de confiance dans ma propre mémoire. Parce que si une partie de ma vie avait été construite sur quelque chose que je n'avais pas vu, alors combien d'autres choses m'avaient échappé sans que je le sache. Il y avait des moments où je me demandais si j'aurais pu voir les signes plus tôt, si j'avais été plus attentif, plus présent, plus lucide. Mais cette question revenait toujours au même point. On ne peut pas corriger ce qu'on n'a pas compris à temps. La maison en France est devenue un endroit étrange pour moi. Ce n'était plus un foyer, ni vraiment un lieu de vie partagé. C'était un espace rempli de souvenirs qui ne se répondaient plus entre eux. Les objets restèrent les mêmes, les murs aussi, mais l'histoire qu'ils racontaient avait changé de sens. Parfois, je sortais marcher dans les rues, simplement pour sentir que le monde extérieur existait encore. Paris était toujours là, avec ses cafés, ses passants, ses conversations en terrasse, mais je le regardais différemment, comme si j'étais légèrement détaché de tout ce qui m'entourait. Et dans ces moments-là, une question revenait souvent. Qu'est-ce qui reste d'une vie quand la vérité change, tout ce que l'on croyait savoir? La réponse n'était pas simple. Ce qu'il me reste aujourd'hui, ce n'est pas une histoire claire avec un début et une fin, ni une morale facile à raconter. C'est quelque chose de plus silencieux, une forme de compréhension tardive, une lucidité qui arrive trop tard pour changer le passé, mais assez tôt pour ne plus jamais se mentir à soi-même. Je n'ai pas retrouvé ce que j'ai perdu, et peut-être qu'on ne retrouve jamais vraiment ce genre de choses. Mais j'ai appris à vivre avec ce qui reste, même si ce reste est incomplet, imparfait, parfois douloureux. Parce qu'au final, la vérité ne répare pas toujours. Parfois, elle ne fait que révéler ce qui a déjà été détruit depuis longtemps.